Merci madame la députée. La parole est à monsieur Joël Giraud pour le groupe 2RDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, le projet de loi sur le logement et l'urbanisme qui nous rassemble aujourd'hui est clairement un texte massif, mais permettez-moi ce clin d'œil, ce n'est pas le président du comité de massif des Alpes, ni celui de la commission permanente du Conseil national de la montagne qui vous le reprochera, car il touche l'immense majorité de nos concitoyens dans leur vie quotidienne sur des sujets particulièrement sensibles. C'est une banalité de le dire, et vous l'avez certainement trop entendu depuis le début de la discussion générale, mais permettez-moi d'insister et de vous le répéter, avoir un logement, c'est évidemment une nécessité humaine fondamentale qui assure les conditions d'une vie décente. Et aujourd'hui, dans notre France du XXIe siècle, c'est pourtant encore un véritable problème pour de trop nombreux citoyens, souvent d'ailleurs les plus défavorisés. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier regard pour un pays développé comme le nôtre, la situation s'aggrave année après année, malgré les diverses tentatives pour enrayer le phénomène. Que ce soit pour ceux qui ne trouvent pas de logement ou pour ceux dont la part de dépenses contraintes consacrée au logement est trop lourde pour vivre dignement, la crise du logement est ressentie au quotidien par plusieurs millions de Français. En moyenne, le poids du logement dans la part du revenu des ménages est passé de 20 à 28% en quelques années, et on estime à plus d'1 million le nombre de logements manquants en France. Nous savons tous que le logement cristallise des angoisses intimes sur le développement harmonieux de la famille, sur le chômage, sur l'autonomie ou sur la crainte du déclassement. Plus elle dure, plus cette crise du logement s'accompagne dans l'opinion d'un sentiment de l'impuissance des élus, au niveau local comme au niveau national. Pourtant, nous sommes tous ici d'accord, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons, pour reconnaître que le logement est au cœur de notre pacte républicain, qu'il s'agit d'un besoin impérieux auquel nous avons le devoir de répondre. Pourtant, le droit au logement figure dans notre bloc constitutionnel, dans le préambule de la Constitution de la 4e République et dans la décision du 19 janvier 1995 du Conseil constitutionnel, où il considère que la possibilité de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle. Pourtant, toutes les grandes lois sur le logement proclament ce droit au logement. De la loi Quillot de 1982, le droit à l'habitat est un droit fondamental, à la loi Mermaz de 1989, en passant par la loi Besson de 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement. Malgré nos belles déclarations et nos grandes lois, le constat est implacable. Nous ne parvenons pas à respecter ce devoir de solidarité minimal. Alors faut-il se résoudre à accepter cette situation comme une fatalité ? Je ne le pense pas, et j'ai de bonnes raisons de croire que votre projet de loi, Madame la Ministre, va nous aider à bouger les lignes. Mes chers collègues, soyons lucides et ne tombons pas dans l'angélisme. Ce projet de loi n'est pas une baguette magique et la majorité de ses effets ne seront pas perceptibles immédiatement. Mais ce texte contient des mesures énergiques qui vont dans le bon sens pour mettre en œuvre le changement dans la justice de notre politique du logement et de l'urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, les PLUI, peuvent poser certains problèmes dans des situations particulières et il faut entendre les mécontentements pour assouplir un peu le dispositif, mais c'est une modernisation globale nécessaire pour notre République. La mise en place d'une garantie universelle locative, GUL, mérite des éclaircissements que vous ne manquerez pas, Madame la Ministre, de nous donner au cours des débats. Mais c'est l'inscription dans la loi d'un devoir de solidarité mutuelle qui va donner les moyens à des millions de nos concitoyens qui n'ont forcément pas de conscience solide de trouver un logement en protégeant les propriétaires contre le risque d'impayés. Et c'est un mécanisme gagnant-gagnant car il va assurer aux propriétaires qui ont besoin de la perception des loyers de leur logement qu'ils louent une garantie. La GUL, dont le mécanisme exact, notamment le financement, n'est pas encore arrêté, permettrait aux propriétaires de continuer à percevoir des loyers en cas d'impayés. L'encadrement très souple des loyers, la simplification et la sécurisation de la location, la limitation des frais d'agence et de syndic, la réforme des professions immobilières et la lutte contre l'habitat indigne, voilà des objectifs que nous partageons et que nous soutenons. Nous avions besoin de ces mesures fortes pour mettre un terme à tous les abus dont souffrent les plus défavorisés. À la suite d'un long travail avec les experts, en vous inspirant des travaux parlementaires, vous avez eu assez de fermeté et d'audace pour bousculer les conservatismes et transcrire dans la loi de nombreuses propositions novatrices recommandées par les rapports sur ce sujet. Cela dit, la copie reste perfectible et c'est ce qui rend notre travail de législateur passionnant. Nous vous proposerons plusieurs amendements au cours des débats pour améliorer votre texte et permettez-moi de vous présenter rapidement ceux qui me tiennent à cœur.
D'abord, un amendement sur une catégorie de travailleurs qui compte beaucoup pour les lieux de tourisme, qui connaissent des variations fortes en fonction des périodes de l'année, que ce soit à la mer comme à la montagne et même dans d'autres régions. Et je sais que vous tenez à ces espaces qui donnent un charme particulier à notre pays. Je veux parler bien sûr des travailleurs saisonniers. Il semble que vous les avez un petit peu oubliés. Mais je vous proposerai un amendement pour réparer cet oubli et les inscrire pleinement dans l'article 1er, qui n'intègre pas les occupations de logements inférieures à 8 mois. Vous comprendrez, Madame la Ministre, qu'il y va de l'emploi dans des régions entières que de proposer une solution aux saisonniers et aux plus réactifs pour lesquels la mobilité est complètement indispensable. Et cela se situe dans des régions où le locatif est souvent très orienté vers le séjour touristique et non pas vers les salariés saisonniers. Je crois qu'il faut vraiment en finir avec les camions aménagés et leur cortège de drames en hiver. Ensuite, je vous présenterai également plusieurs amendements qui concernent les parcs naturels et la montagne. La rédaction du texte tel qu'il l'est actuellement pourrait aboutir à des solutions problématiques. Par exemple, le nouvel article L122.4.3 du Code de l'urbanisme s'applique uniquement si aucune commune d'un parc n'est comprise dans un SCOT. Or, la charte du parc peut tenir lieu de SCOT. Cette situation est très rare et restrictive puisque dans de nombreux cas, des périmètres de SCOT chevauchent partiellement les territoires classés parc naturel régional. Elle ne règle donc pas la situation des parties du territoire classées et non couvertes par un SCOT. Il faut également que les SCOT reprennent les dispositions et les délimitations cartographiques des chartes des parcs. J'ai vu que le président de la Commission du développement durable était sensible à ces sujets. J'espère que nous parviendrons ensemble à vous convaincre et à convaincre nos collègues d'adopter ces amendements. Ensuite, j'aurai quelques amendements qui proposent d'introduire des dérogations aux nouvelles règles d'urbanisme lorsqu'elles ne peuvent pas s'appliquer, notamment en montagne, en raison des fameux handicaps naturels, dans l'esprit de la non moins fameuse loi montagne de 1985, qui instaure cette possibilité d'adaptation de toute disposition de portée générale aux spécificités des territoires de montagne. Il est quelquefois difficile, Madame la Ministre, d'évoquer la notion de continuité territoriale quand, malgré le réchauffement climatique, il y a entre deux cantons ou deux intercommunalités ou au sein d'une intercommunalité quelquefois un massif à 4000 mètres d'altitude et un glacier par-dessus. Enfin, sans rapport direct avec ce projet de loi, je tenais également, Madame la Ministre, à vous faire part de la préoccupation des élus, des professionnels et des citoyens des zones de montagne qui ne sont plus incluses dans le zonage pour l'investissement locatif privé qui porte votre patronyme. Il va falloir trouver des indicateurs précis et pertinents pour délimiter ces zones et ne pas laisser sur le bord de la route des zones en tension comme la montagne, où le manque de logement dans le parc locatif privé est criant et aboutit nécessairement à un renchérissement des prix. Renchérissement sous la pression du tourisme. Les 1 000 € par mètre carré sont dépassés depuis fort longtemps dans de nombreuses stations françaises, mais aussi en raison des risques naturels qui rendent le foncier rare, et ce qui est rare est cher. Je vous fais confiance, Madame la Ministre, pour affiner le dispositif que vous allez mettre en place et ne pas oublier de ces zones en tension. Et nous sommes prêts, et je suis prêt à travailler en tant que président de la Commission permanente du Conseil national de la montagne à ces sujets. Nous allons passer un petit peu de temps ensemble cette semaine et nous reviendrons sur ces sujets. Sachez d'ores et déjà que nous abordons ces débats avec enthousiasme et que vous pourrez compter sur les députés du groupe 2RDP pour vous aider à moderniser la politique du logement et de l'urbanisme dans un souci de justice pour tous nos concitoyens. Je vous remercie. Merci,